Salut à tous, le podcast que vous allez voir en fait c'est le résumé d'un live qu'on a fait il y a quelques jours sur les DAO et du coup je me suis dit que c'était intéressant de vous montrer ce résumé là qui a été généré grâce à une IA et dites-moi ce que vous en pensez en fait si vous voulez qu'à terme je fasse davantage ce genre de résumé là sachant que ça impactera aucunement les lives, c'est juste un résumé qui puisse donner envie d'écouter le live dans son entièreté. Voilà, dites-moi ça en commentaire si ça vous intéresse ce genre de contenu là, sachant que les informations qui sont dites sont assez vraies, enfin j'ai pas vu de fausseté là-dedans, donc pour le coup c'est assez clair et assez clean, donc vous pouvez regarder sans crainte et n'hésitez pas à voir le live en entier qui lui est plus long, dure 4 heures, qui est dans la description, je vous mettrai le lien. Voilà, bon visionnage. Bienvenue dans cette plongée au cœur du Web3. Aujourd'hui on s'attaque à un sujet assez bouillonnant, les DAO, les organisations autonomes décentralisées. Oui, un sujet clé. Et pour ça, on a décortiqué une discussion, enfin des échanges entre experts francophones, des pionniers, des gens qui sont vraiment dedans. Notre objectif, comprendre ce que sont ces nouvelles structures, d'où ça vient, et surtout les grosses questions de gouvernance que ça soulève. C'est ça. Alors pour commencer, tout simple, une DAO, c'est quoi au juste ? C'est une tentative de réinventer un peu la façon dont on collabore sur Internet. D'accord. On sort du Web 1 où on était juste lecteur, du Web 2 où, nos données sont devenues le produit. Avec les DAO et le Web 3, l'idée c'est que les membres d'une communauté, d'un projet, deviennent vraiment acteurs, voire actionnaires en quelque sorte. Ah oui ! Ils partagent la valeur qui est créée ensemble, plutôt qu'une grosse plateforme centrale qui aspire tout. Intéressant. Et cette idée de redonner le pouvoir, ça vient d'où historiquement ? Alors, les racines idéologiques, ça plonge vraiment dans la culture cypherpunk. Les années 90 ? Exactement. Un mouvement qui misait beaucoup sur la cryptographie pour protéger la vie privée, l'autonomie face aux États, aux grosses boîtes. D'accord. Bitcoin est souvent cité comme une sorte de précurseur, une communauté en ligne, coordonnée par un protocole. Même si, sa gouvernance par hard fork, c'est assez technique et particulier. Mais le vrai coup d'envoi pour les DAO en tant que concept, c'est un projet sur Ethereum, c'est ça ? Oui, tout à fait. The DAO, en 2016, un projet hyper ambitieux, un genre de fonds d'investissement décentralisé. Qui a mal tourné assez vite, non ? Le fameux hack ? Exactement. Un hack monumental peu après le lancement. Et ça a provoqué un vrai séisme. C'est-à-dire ? Pour récupérer les fonds volés, la majorité de la communauté Ethereum a voté pour un rollback. En gros, annuler les transactions du hack. Ah oui, la scission. Ouais. Voilà. Ceux qui refusaient ça au nom du principe « le code fait loi », ils ont continué sur l'ancienne chaîne, qui est devenue Ethereum classique. Ça a montré de façon assez brutale les failles de sécurité possibles et surtout les dilemmes de la gouvernance quand elle est juste basée sur du code. Et ces dilemmes, on les voit encore aujourd'hui, j'imagine. Ah bah oui, tout à fait. Un problème qui revient souvent, c'est la plutocratie. Le pouvoir aux plus riches, en gros. C'est ça. Le pouvoir concentré chez ceux qui détiennent le plus de tokens de gouvernance. On a eu un exemple marquant avec Uniswap, une des plus grosses DAO. Qu'est-ce qui s'est passé justement ? Une proposition qui avait le soutien de la communauté, elle a été rejetée au final à cause du vote massif d'un seul acteur, le fonds A6Z. Ah oui ! Ils avaient tellement de tokens uniques que leur vote a tout renversé. Ça pose question forcément sur ce système, un token, une voix. Clairement, et ça nous amène justement à Polkadot. Comment est-ce qu'ils abordent cette question de la gouvernance, eux ? Alors Polkadot, qui a été cofondé par Gavin Wood, qui était aussi cofondateur d'Ethereum, a été pensé dès le départ avec une gouvernance vraiment intégrée au protocole. OpenGov, ça s'appelle. OpenGov, d'accord. C'est quoi l'idée derrière ? L'idée, c'est d'avoir un système de décision qui est complètement on-chain, sur le blockchain, et où les votes se traduisent automatiquement en actions sur le réseau. Sans intermédiaire. Voilà. N'importe qui détient des tokens DOT peut proposer quelque chose. Une mise à jour technique, une dépense de la trésorerie, une nouvelle orientation. Et si ça passe ? Si ça obtient assez de voix, c'est appliqué automatiquement. Mais qui fait tourner tout ça ? Qui propose ? Qui débat concrètement ? Alors ça, ce sont les agents de l'écosystème. Ça peut être des individus, des équipes, des développeurs. Des gens actifs, quoi. Oui, des détenteurs de DOT actifs qui soumettent ces propositions. Et d'ailleurs, beaucoup sont payés par la trésorerie de Polkadot via des décisions prises par OpenGov pour faire ce travail. Maintenance, développement, marketing. C'est censé être un système qui s'autogère, donc. En théorie, oui. Mais ça repose quand même beaucoup sur l'implication de ces agents. Mais on en revient toujours à cette base, hein. Un DOT, une voix. Est-ce que, même avec OpenGov, on n'est pas toujours dans une forme de plutocratie ? Oui, c'est vraiment le nœud du problème. C'est la critique principale.
Fondamentalement, oui, plus t'as de DOT, plus ton vote pèse. Donc les plus riches décident. Mais Polkadot a quand même introduit des mécanismes pour nuancer ça. Par exemple, la conviction voting. La conviction, c'est-à-dire... Ça permet de multiplier le poids de ton vote si tu acceptes de blotter tes tokens pour une durée plus longue. Ça récompense l'engagement à long terme, pas juste la richesse à un instant T. C'est une sorte de skin in the game, montrer que t'es investi. D'accord. Et il y a d'autres choses pour, disons, contrebalancer le poids des baleines, des très gros portefeuilles? Oui, il y a des initiatives comme les Voting Pools, Chaos DAO, Nexus, par exemple. Ce sont des collectifs. Des collectifs, ouais. Oui, où les petits détenteurs de DOT peuvent déléguer leur droit de vote. Ces pools, ils organisent souvent des débats en interne, parfois de manière assez démocratique, pour décider comment voter. Et ensuite, ils votent en bloc. Ah, intéressant. Une sorte de démocratie représentative à l'intérieur de la plutocratie. On peut voir ça comme ça, oui. Ça permet aux plus petits d'agréger leur pouvoir pour peser face aux gros acteurs. Un genre de lobby décentralisé en quelque sorte? Oui, c'est une bonne image. Ça montre bien qu'il y a toute une couche sociale très active qui se construit au-dessus du code. Et les baleines ne peuvent pas juste ignorer ça? Pas vraiment. Même les plus gros détenteurs, ils ont besoin que l'écosystème soit vivant, que les agents soient motivés, pour que le réseau tourne et que leur investissement garde de la valeur. Ça crée une dynamique assez complexe, un peu un esprit de ruche qui apprend à se gouverner. Avec ses conflits et ses consensus, j'imagine. Exactement. Et d'ailleurs, certains disent que cette plutocratie, même si elle est imparfaite, elle a au moins le mérite d'être transparente, contrairement à l'influence souvent cachée de l'argent dans nos systèmes politiques plus traditionnels. Alors, si on devait retenir les points essentiels de cette plongée DAO? Je dirais que les DAO, c'est clairement un terrain d'expérimentation fascinant pour trouver de nouvelles manières de collaborer, de décider ensemble, en essayant de s'affranchir des hiérarchies classiques. Et Polkadot, c'est un exemple très poussé de cette gouvernance intégrée au protocole. Mais ça révèle aussi, de manière assez crue, les tensions qui existent toujours entre l'idéal de décentralisation et la réalité de la concentration du pouvoir. Même quand c'est codé et transparent. Donc en bref, les DAO ouvrent des perspectives d'organisation vraiment inédites, mais elles nous confrontent aussi à des questions fondamentales sur le pouvoir, l'équité, la capacité d'un groupe à s'autogérer. C'est tout à fait ça. Et ça nous laisse avec une interrogation pour la suite peut-être. Ces modèles de gouvernance basés sur le capital qu'on voit dans Polkadot et beaucoup d'autres DAO, est-ce que c'est juste une étape un peu pragmatique, un compromis temporaire en attendant mieux, ou est-ce que ça révèle une limite intrinsèque à ce rêve d'une coordination humaine sans autorité centrale établie qui finit toujours par retomber dans des logiques de pouvoir concentré? C'est la grande question en effet. Une question à méditer.